Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Mangeur de livres, le podcast qui déguste les bouquins d'une manière succulente. Est-ce que c'est une bonne intro? J'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas de musique comme d'habitude. C'est juste moi et ma voix. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un bouquin qui m'a pas plu, pour une fois. Un bouquin qui s'appelle Rome, l'Empire infini, la civilisation qui a façonné notre monde, d'Aldo Cazzullo. Alors, c'est qui Aldo Cazzullo? Moi je savais pas. Et si je vous lis la quatrième de couverture, c'est un journaliste de renom, directeur adjoint du quotidien milanais Corriere della Sera. Aldo Cazzullo couvre l'actualité italienne et internationale depuis 35 ans. Vulgarisateur hors pair, il a publié une trentaine d'ouvrages sur l'histoire et l'identité italienne, dont de nombreux best-sellers, des succès tant critiques que publics, qui ont fait de lui l'auteur de non-fiction le plus populaire en Italie. Rome, l'Empire infini est son premier livre publié en France. Eh ben, il aurait dû s'abstenir et continuer de publier en Italie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la limite, Rome, l'Empire infini, ça paraît d'être un pitch plutôt pas mal. Hein, je vous avais parlé d'un autre auteur italien il y a quelques temps qui s'appelle Alberto Angela, qui lui aussi est une espèce de Stéphane Bern italien. Mais lui, il avait fait Empire, je vous avais parlé d'Empire, c'était tout le voyage d'un sesterce, pardon, vous savez, la monnaie romaine, et qui partait donc du moment où on frappait donc cette monnaie dans le trésor de Rome et qui faisait le tour de l'Empire, et grâce à ça on voyait la vie des légionnaires, des marchands, des touristes, des plébéiens, des patriciens, de tous les membres de l'Empire, et c'était super intéressant et fascinant, et en plus c'était éducatif. Alors lui par contre, comme je vous ai dit dans la quatrième des couvertures là, on dit que c'est un vulgarisateur hors pair. Et ben moi, pour moi en fait, c'est là que le bas blesse, c'est que c'est trop vulgarisé. C'est vraiment, sans vouloir être pédant, sans vouloir paraître orgueilleux, apparaître un collégien, et encore, justement aujourd'hui en parlant avec mes enfants qui ont 9 ans, et ils ont des devoirs pour demain, ils doivent réviser une leçon sur l'Antiquité, et qu'est-ce qu'ils révisent? L'Empire romain. C'est-à-dire qu'à 9 ans en CE2, ils révisent l'Empire romain. Donc en réalité, là, c'est tellement vulgarisé que je pense que même eux, là, en primaire, 90% des infos, ils doivent les avoir. Parce qu'en fait, c'est trop. Alors, pourquoi je dis ça? Ça fait 320 pages. Un bon tiers du livre, déjà, c'est sur la fondation mythique, enfin, mythique ou pas mythique, de Rome. Donc, comme vous le savez, il y a deux origines. Là, pour le coup, mythique de Rome. Il y a celle qu'on connaît tous, Romulus et Rémus, abandonnés, élevés par une louve. Quand ils grandissent, ils se vengent de ceux qui les ont abandonnés, et ils créent Rome sur les 7 collines, là, sur le Palatin. Et voilà. Sinon, il y a Virgile, avec l'Énéide, qui, à l'époque d'Auguste, justement, le successeur de César, le premier empereur en réalité, écrit donc l'Énéide et fait remonter l'ascendance romaine jusqu'à Énée, qui est un habitant de Troie, qui est le fils de Vénus et qui réussit à s'enfuir avec son père, son fils, quelques compagnons, et qui a une odyssée comme Ulysse, et qui traverse la Méditerranée, 1000 péripéties. Il s'arrête en Libye, il s'arrête à Carthage, il tombe éperdument amoureux de la reine de Carthage, c'est mutuel, mais les dieux ne l'entendent pas de cette oreille, il doit aller fonder Rome, donc malgré tout il s'en va, la reine de Carthage se suicide, il arrive enfin en Italie, et en réalité, ils ne fondent pas vraiment Rome, ils fondent ce qu'on appelle Alba Longa, Alba la Longue. Et pour réussir à concilier ces deux histoires, justement, Virgile fait en sorte que Alba la Longue, là, le grand-père de Romulus et Rémus, Numétor, je crois, à un moment donné, c'est le roi de cette ville, et il se fait expulser, il y a un complot, et c'est pour ça que le destin de ces deux jumeaux fait qu'ils se retrouvent abandonnés, etc. Et que, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, en fait, la, la première chose qu'ils font, c'est de réinstaller leur grand-père sur le trône, et de fonder, juste à côté, euh, Rome. Donc en réalité, Alba la Longue et Rome, c'est un peu le même village, on va dire. Et donc il nous raconte ça, en gros. Il nous raconte
quel point Virgile est un génie, à quel point c'est le plus grand des poètes de tous les temps, à quel point... Ah, voilà. Parce que je m'égare un peu. Pourquoi j'ai pas aimé ce livre? Parce que tout est dans le titre en fait. Rome, l'Empire infini, la civilisation qui a façonné notre monde. Et en fait, je trouve qu'il y a un biais, on va dire occidentaliste, où c'est trop. On dirait qu'il n'y a eu que Rome dans l'histoire de l'humanité, et il n'y a pas eu d'autres empires avant déjà. Il n'y a pas eu les Égyptiens, il n'y a pas eu Sumer, il n'y a pas eu les Hittites, il n'y a pas eu au même moment l'empereur Qin qui fondait justement l'empire chinois, il n'y a pas eu l'empire du Couchant, il n'y a pas eu l'empire Gupta, enfin bref, il n'y a pas eu la civilisation de l'Indus. Je pourrais continuer toute la nuit. Alors bien sûr que Rome a marqué l'histoire entre guillemets de l'humanité. On apprend tout ça à l'école. C'était des génies dans le domaine de l'architecture, de la logistique, de l'armée, tout ce qu'on veut. Mais la manière qu'il a de brosser le tableau de Rome. Alors je reviens au sommaire. En fait, après nous avoir brossé donc l'histoire de, en gros, l'Énéide et la fondation de Rome, alors il nous brosse par le menu. Hein. Il y a les Gracques, il y a les Horaces, il y a Cincinnatus, il y a tous les épisodes mythico-historiques qui mènent jusqu'à l'ouverture de la période historique, on va dire à partir des guerres puniques. Il brosse un tableau vite fait d'Hannibal et de ce qui s'est passé, mais en réalité, c'est pas un cours d'histoire, c'est plus, et à chaque fois avec les vers de Virgile, à chaque fois, en nous disant que c'est le plus grand poète de tous les temps. Et, par exemple, juste ça, je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, à part si vraiment on sort de l'école, on a tous au moins, peut-être pas lu l'Énéide, mais on a tous rencontré l'Énéide par le biais d'autres lectures ou par le biais de films ou de séries. Et après, en fait, il commence par nous raconter l'histoire de César, nous faire une biographie de César en nous disant que c'est le plus grand homme qui ait jamais existé, pardon. Alors pareil, après, un quid d'Alexandre le Grand, quid de Gengis Khan, quid de je sais pas qui encore. On pourrait passer aussi la nuit à énumérer tous les grands hommes de la Terre. Et pourquoi ce serait le plus grand homme de tous les temps? Je veux dire, on pourrait dire peut-être, enfin, il pourrait le comparer à d'autres. Non, il nous dit que c'est lui. Alors il nous brosse pareil par le menu, et en fait même pas par le menu, parce que moi j'en ai mangé plein des biographies de César, et en fait c'est plus des anecdotes aussi, et ça aussi que j'aime pas. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont un peu pseudo-croustillantes. Un tel a un amant, un tel a une amante, un tel a commis une atrocité sur un tel. C'est pas vraiment étayé par des faits historiques, c'est, je sais pas, un peu gratuit. Et donc il nous raconte que César est le père de l'Empire romain. On le sait, ok. C'est la transition entre la République et l'Empire, parce qu'en fait, lui, quand il meurt, ensuite c'est son héritier, Octave, qui va réussir vraiment à devenir empereur, avec sa bataille contre Marc-Antoine et Cléopâtre, et finalement, c'est lui qui va structurer l'Empire pour des centaines d'années à venir. Donc il nous parle de ça, et ensuite bien sûr il nous parle de Constantin, parce que de qui d'autre allait-il nous parler? Parce que la deuxième donnée qui fait que Rome est le plus grand empire de tous les temps, c'est bien sûr le christianisme. On est en Occident et tout. Il fallait pareil faire en sorte que le christianisme rentre dans l'histoire. Alors, encore une fois, on connaît tous l'histoire de Constantin, qui fait un rêve, qui voit Jésus, qui voit la croix, qui dit que par cette croix il va gagner. Donc il arrive à... C'est à l'époque où, vous savez, l'Empire est divisé en deux, il y a deux Césars, deux Augustes, donc lui finalement il arrive à prendre le pouvoir. Il s'en va de Rome, il comprend qu'il faut changer le pôle politique, donc il va construire sur Byzance une ville qui portera son nom, Constantinople. Ensuite, il est malade, il a la lèpre, il fait un rêve, il va voir le pape, parce que dans le rêve, il dit qu'il faut aller voir le pape. Le pape lui montre deux peintures de Saint Paul et Saint Pierre, et Constantin lui dit oui, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. Donc il se fait baptiser et il guérit. Et il y a sa mère, Helena, qui est la première agent publicitaire de tout ça, qui va à Jérusalem, qui retrouve le Golgotha, la croix, les clous, la couronne d'épines. Certains disent même le prépuce de Jésus, et on fait des reliques. Et bon, finalement, comme en plus il avait compris que le pouvoir politique et le pouvoir religieux devaient s'unir pour revigorer l'Empire, il participe au concile et fait en sorte que justement
toutes ces déviances qui commençaient à apparaître enfin pas ces déviances, mais ces discussions qui commençaient à apparaître dans le christianisme, notamment l'arianisme, où on se posait des questions sur la nature de Jésus. Bah, en fait, en gros, il décide du catholicisme actuel et il donne Rome à- au pape pour que ce soit le représentant de Dieu sur la terre, et ça donne du sang neuf à Rome. Et voilà. Et ensuite, après, il arrête là l'histoire de l'Empire romain. Il nous vite fait, bien sûr, à la fin 476, la prise par les barbares, etc. Mais à la limite, c'est pas intéressant. Tout le monde connaît cette histoire. Pour de vrai, on n'apprend rien. C'est des trucs qu'on a lu partout. Si vous avez vu Rome sur HBO, là, la série, bah, vous connaissez l'histoire. Si vous avez lu Astérix, vous connaissez l'histoire. Si vous avez vu des péplums, vous connaissez l'histoire. Enfin, je veux dire, et à la moitié du livre, là, sincèrement, ça apprend rien. À part, comme je vous dis, une anecdote ou deux pseudo-historiques, un peu graveleuses. Mais par contre, il appuie toujours sur le fait que c'est la plus grande civilisation du monde, c'est le plus grand empire du monde, c'est les plus grands hommes du monde, et ça par contre, je sais pas, il y a des relents bizarres. Moi je trouve qu'il y a des relents bizarres dans cette manière d'écrire cette glorification romaine. Il n'y a personne, encore une fois, qui va nier le fait que c'est un des jalons de l'histoire de l'humanité, l'Empire romain, mais déjà, l'Empire romain, il n'est pas arrivé tout seul, il est l'héritier de maintes et maintes empires avant lui, il est l'héritier notamment de la culture grecque, et les Grecs, on peut dire ce qu'on veut, parce qu'on se gausse, on dit tout le temps oui, ce sont les premiers Européens, ils ont inventé la démocratie, mais les Grecs, ça n'a jamais été des Européens, c'était des Orientaux. L'Occident, ils s'en foutaient. Leurs yeux, ils étaient fixés vers l'Est et pas vers l'Ouest. Ils ont colonisé la mer Noire, la mer Égée, ok, on peut dire qu'il y a Syracuse et Marseille, mais sinon, leur histoire, c'est les guerres médiques, c'est l'Empire perse, c'est Xénophon, c'est une mythologie qui est largement l'héritière des mythologies suméro-hittites, et ensuite leur modèle culturel, c'est l'Égypte. Donc franchement, pareil, nous dire que les Grecs, c'est des précurseurs de l'Europe, ça n'existait même pas à l'époque, et c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Et même pour Rome. Rome, leurs premiers philosophes, leurs premiers poètes, justement, sont des gens qui se sont inspirés, qui ont amalgamé la culture grecque à la leur, pour ensuite, après, qu'une nouvelle génération commence à s'émanciper un peu, mais leur culture, elle a toujours été grecque. D'ailleurs, la langue grecque, c'était justement la langue de César, la langue des élites. Et c'est l'exemple même, avec justement l'exemple de Gengis Khan quand ils ont conquis la Chine, euh, du conquérant qui se fait en fait conquérir par l'intellect, par la culture du peuple qui l'a conquis. Donc déjà, Rome, culture infinie, nanana, déjà sans les Grecs, ils ne seraient peut-être pas arrivés où ils sont. Ensuite, parce que quand je vous dis, il s'arrête là à Constantin, et il nous parle de Napoléon, de Mazarin, de Charlemagne, mais il oublie, pareil, il nous parle de Byzance, il nous dit, ah, les pauvres nobles et comment on dit, les prélats byzantins qui se sont sauvés quand, et ce sont ces mots, l'empire agressif euh, ottoman a conquis Byzance, se sont réfugiés en Europe et ça a été la Renaissance. L'empire agressif ottoman. Pourquoi l'empire romain il a fait des bisous pour conquérir son empire? Il a serré des mains, il a organisé des banquets. Il n'a pas commis des massacres, il n'a pas tué je sais pas combien. Alors bien sûr, après, c'était un empire cosmopolite, un empire qui se foutait, enfin, à part quand on était esclave, mais sinon, on pouvait être de n'importe quelle confession, de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quel peuple, du moment qu'on adhérait à l'empire, c'était bon, surtout après l'édit de Caracalla, là, qui a fait que tous les habitants de l'empire qui n'étaient pas esclaves étaient citoyens romains. Ok, mais l'empire agressif ottoman. Bah là, s'il n'y a pas des relents un peu bizarres encore, là, bah, je sais pas ce que c'est. Et pareil, il dit que grâce à ça, on a redécouvert la culture justement classique, la philosophie antique. Bah, il oublie quand même que, et ça c'est un fait reconnu, on l'apprend à l'école, que c'est les Arabes quand même qui ont fait le rôle de passeur. Hein, Averroès, on l'appelait le commentateur d'Aristote. Les Européens, ils n'étaient même pas capables de comprendre Aristote. Il fallait les commentaires d'Averroès pour qu'ils comprennent. C'est l'Empire abbasside qui a créé la maison de la sagesse et qui a ordonné qu'on aille chercher des manuscrits justement partout. Déjà dans l'Empire et aux frontières de l'Empire. À Byzance, chez les Indiens.
et de les traduire en arabe. Et c'est ça qui a fait qu'on a gardé une grande partie des textes de Platon, d'Aristote, de Socrate et que sais-je encore. Sans compter les premières croisades franques, quand il y a eu la conquête de l'Espagne par les morts, et que dès que les chrétiens ont voulu reconquérir, je donne souvent cet exemple, euh, parce qu'en fait c'était ça les premières croisades, on appelle ça les croisades franques. Et donc les seigneurs chrétiens qui voulaient reconquérir l'Espagne, c'est comme pour les croisades orientales, celles qui sont passées ensuite à Jérusalem. Il y avait des périodes de guerre, des périodes de trêve, des périodes de guerre, des périodes de trêve. Quand il y avait des périodes de trêve, ils allaient à la cour musulmane. Et à l'époque, c'était Saragosse. Parce qu'on parle souvent de Cordoue et de Tolède, mais il y avait Saragosse. Et pour eux, Saragosse, même parce qu'après ils ont été aux croisades à Jérusalem, ça avait une aura plus importante que Jérusalem. Et par exemple, je donne toujours l'exemple de Guillaume IX d'Aquitaine, le duc d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor, la très grande Aliénor d'Aquitaine. Lui, c'était en même temps un guerrier et quelqu'un qui se piquait d'être un homme de lettres, un artiste, un poète. Et quand il était à la cour à Saragosse, il a vu pour la première fois la poésie chantée. Ça lui a plu. Il a même ramené des artistes de Saragosse et il a commencé ce qui a donné ensuite à déclamer des vers, à chanter. Et en plus, il était bon. C'est pas juste comme certains nobles qui croient qu'ils sont bons. C'est pas Néron, quoi, justement, pour en venir à l'Empire romain. Et donc, en fait, ça vient de là, les troubadours. Ce grand mouvement culturel dont justement pendant longtemps les historiens disaient que non, troubadour ça vient du latin, de trouver, trouvere, nanana. Ben non, même le mot troubadour apparemment il vient de l'arabe. Le fait qu'il y a cette polyphonie, ce qu'on appellerait aujourd'hui des orchestres, ça vient de là, ça vient des premiers orchestres andalous. Alors c'est pour ça que par exemple dans la musique arabe on appelle ça al-andalus. Et c'est pareil, là je dis pas ça pour faire la propagande de la culture arabo-musulmane, c'est juste pour dire que c'est totalement faux de dire qu'on a attendu 1453 pour redécouvrir la culture gréco-latine. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Renaissance. Parce que c'est vrai que quand ils sont partis, là, quand Byzance est tombé, ils ont ramené tout ce qui pouvait de la bibliothèque de Byzance, tout ce qui pouvait des bibliothèques justement des, euh, euh, des orthodoxes, là, des grandes églises. Donc ils ont ramené des manuscrits, ils ont ramené plein de choses. Donc en fait ça a été la troisième vague en réalité, après les croisades franques, après les croisades orientales, parce que pareil, le royaume latin de Jérusalem, là, Godefroy de Bouillon et compagnie, là, ils ont vécu après à l'arabe, et ils ont appris ne serait-ce que l'hygiène, ils ont appris qu'on pouvait se laver, et ils ont baissé leur mortalité infantile, ils ont vu ce qu'étaient les hôpitaux, ils s'appelaient ça les bibaristans. Parce que comme par exemple Afghanistan ça veut dire le pays des Afghans, Bibaristan c'était l'endroit des malades. Ils ont vu que ça pouvait exister, de se faire soigner, d'avoir une hygiène différente, d'avoir une architecture différente, ne serait-ce que la numérologie, la numération arabe, les chiffres arabes. Enfin, l'Empire romain, là, si on avait continué à écrire les chiffres comme ils écrivaient, on pouvait même pas faire une addition. On pouvait même pas faire une addition. Pareil, c'est pendant les croisades franques que les premiers Européens ont découvert cette numération arabe, là, qui était héritée, bien sûr, des mathématiques indiens. Parce que pareil, chaque empire n'est qu'un passeur de l'empire précédent. Chaque culture, chaque civilisation n'est qu'un passeur de ceux qui les ont précédés. Ça veut rien dire que c'est les plus grands. Donc déjà là, ça fait plein d'exemples qui prouvent que son angle là, il veut rien dire. Il veut rien dire et il est super, comme je dis, il a des relents trop étranges. Pardon. Pareil, à part Virgile qui cite à toutes les sauces, il parle tout le temps de Dante. Il dit oui, Auguste, Dante il le met au paradis, Romulus il le met en enfer, César il le met au purgatoire. Bah Dante par exemple. Voilà. Que tout le monde dit que c'est pareil, le premier grand écrivain entre guillemets moderne, et ça. Bah Dante, c'est établi maintenant qu'il a copié sa Divine Comédie sur un texte d'un écrivain arabe qui s'appelait Mahari, avec le même principe de l'enfer, le paradis, le purgatoire, etc. C'est comme Cervantes, dans sa deuxième édition, on dit que c'est le premier roman de l'histoire européenne. Et ben dans la deuxième édition de Don Quichotte, il dit lui-même qu'il a copié. Il a copié cette histoire sur un roman arabe. Alors bien sûr, vous allez dire, oh là là là, c'est quelqu'un qui est pro-arabe, là, à tous les coups, celui-là. Mais c'est pas ça, c'est juste pour dire que il n'y a personne qui peut se targuer d'être la plus grande culture de tous les temps, l'héritier du plus grand empire qui ait jamais existé. C'est une succession. Grandeur et décadence.
The Rise and Fall of the Roman Empire, c'est Gibbons. Rise and Fall. C'est comme un être humain, hein, une civilisation, un empire. Ça naît, ça grandit, ça prospère, c'est un âge d'or, et après, c'est la décadence, c'est la décrépitude, et il y a quelqu'un d'autre qui vient à la place. Donc déjà là, tout ça, de vouloir dire que c'est Rome qui a irrigué toute l'histoire. Et puis pareil, quand il dit euh, la civilisation qui a fabriqué et façonné notre monde, mais notre monde quoi, les Occidentaux. Rome, ça n'a pas façonné la Chine, ça n'a pas façonné l'Afrique, ça n'a pas façonné justement le monde arabo-musulman, ça n'a pas façonné l'Amérique. Ah, par ricochet, parce qu'à un moment il nous dit oui, Washington. Ok, on sait très bien que le Capitole à Washington, bah oui, ça s'appelle le Capitole par rapport au Capitole romain, c'est de l'architecture néoclassique, ils étaient inspirés. Mais pourquoi? Parce que, ok, c'était le modèle pour eux, Rome, c'est vrai, c'était le phare dans la nuit, parce qu'il y avait eu le Moyen-Âge, il y avait eu. Ok, il nous parle de Charlemagne, on sait très bien que c'est au moment où Charlemagne est venu, qui a fait le Saint-Empire, que justement cette période, on va dire, des Dark Ages, là justement, euh, tend un peu à disparaître. Il y a un peu de culture qui revient parce que il se réapproprie la culture romaine. Mais comme je dis toujours, je vais parler des Arabes tout à l'heure, parce que on dit toujours que l'Occident est l'héritière de l'Empire gréco-romain. Mais l'Occident doit autant aux Germains et aux Arabes qu'aux Grecs et aux Romains. Faut pas oublier que justement tous les royaumes qui ont eu lieu, c'est que des Germains. Les Lombards, les Burgondes, les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, même après en Angleterre, les Saxons, les Angles, c'est que des Germains. Et même si c'était des fédérés romains au début, qui voulaient tous, pendant des siècles avant, faire partie de l'Empire de Rome, etc., ils ont ramené aussi leur propre manière de voir. Ils parlent des codes juridiques. On sait très bien que le droit positif, aujourd'hui même en France, il est largement hérité du droit romain et byzantin, d'accord. Mais il est aussi hérité des Visigoths, et des Francs, des Alamans, de tout ce que vous voulez. Alors c'est vrai que par exemple, si on parle des Francs, c'est une anecdote qui est réelle, ça. C'est euh, comme je vous dis, les Romains se targuaient d'être les descendants des Troyens. Bah, les Francs, pareil, ils avaient Mérové, là, leur antique mythologique personnage fondateur, mais très vite, Grégoire de Tours, il a essayé de relier ça pareil, à la guerre de Troie et d'en faire des héritiers des Troyens. Euh, Geoffroy de Monmouth, là, quand il écrit l'histoire des rois d'Angleterre, pareil, il fait en sorte que ce soit un autre Troyen qui s'échappe avec d'autres compagnons, qui passe par le Danube, et tout ça, et qui est le premier roi anglais, presque un Arthur anglais. Donc ok, tout le monde voulait copier un peu le modèle romain, bah, parce que c'était la dernière grande civilisation qui avait existé avant le Moyen Âge. Mais encore une fois, ce n'est pas qu'elle qui a irrigué l'Occident. Déjà en premier lieu, et ensuite le monde. Parce que comme je vous dis après, et il nous parle comme je dis, de Napoléon, de Mazarin, de Charlemagne. C'est facile en plus de les relier à Rome, enfin, avec des petits détails qui servent à rien. Et à la fin, il nous parle même de la culture aujourd'hui, des médias, quoi. Par exemple, il nous parle des péplums, il nous parle même de grands films, comme de Fellini, etc. Où il nous parle à un moment de Zuckerberg qui fait une interview en Italie et qui commence par un verre de Auguste, et qui pareil a la même coupe qu'Auguste. Bah, ok, bah ouais, parce qu'il a été à l'école, c'est tout. Et que ça fait toujours chic de parler latin. Pareil pour Elon Musk qui dit qu'il va être le prochain impérator de Rome. Ok, mais si ça avait été un Chinois, il aurait parlé de je ne sais quelle dynastie chinoise, quel empereur qui a marqué l'empire de Chine. Si ça avait été un Perse, il aurait parlé peut-être de Xarius ou de Xerxès. De Darius, pardon, je veux dire. Ou de Cyrus le Grand. Si ça avait été un arabe, il aurait parlé de justement d'un abbasside ou d'un omeyyade ou un turc, il aurait parlé de Suleiman le Magnifique. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi son angle. C'est n'importe quoi. Et franchement, il y a même un moment où je vous dis, je me pose la question de savoir si il n'y a pas autre chose derrière. Parce que c'est juste gratuit. L'Empire Infini. Et vous savez en plus l'Empire Infini, pour ceux justement qui ont un peu de culture parallèle, par exemple, il y a un podcast là de quelqu'un qui s'appelle Pacom Tielmont. Alors pour ceux qui écoutent beaucoup des podcasts ou des émissions
un peu bizarre. C'est quelqu'un qui commence à devenir célèbre parce que c'est une espèce d'encyclopédie vivante, tant sur la littérature, l'ésotérisme, que sur les séries télé par exemple. Et sur Blast, il a un empire, un empire, lapsus révélateur, et il a un podcast qui s'appelle L'Empire n'a jamais pris fin. Et ça fait référence à une parole de Philippe Cadic, qui est justement dans l'exégèse de Cadic. Vous savez que Cadic, à un moment donné, il a eu des hallucinations. Il a vu en gros l'Empire romain, des trucs dans le ciel. Et il disait qu'en fait l'Empire romain n'avait jamais pris fin. Mais tout ça pour dire qu'en fait que l'emprise des élites, l'emprise de ceux qui façonnent une espèce de complot à la Illuminati presque. Elle disait qu'en fait que même si l'Empire romain s'était effondré, ceux qui étaient derrière étaient toujours là, et que l'Empire américain par exemple aujourd'hui c'était toujours là, les mêmes que ceux qui étaient derrière, et qui maîtrisaient tant justement nos cerveaux avec la culture qu'ils produisaient, que nos cœurs avec le christianisme qu'ils ont inventé par rapport au réel, au christianisme réel, ou nos cerveaux avec ou nos corps par exemple avec l'économie qu'ils ont produit, enfin bref, une espèce de complot millénaire. Et donc tant dit que là, pas comme tellement, par exemple, il refait l'histoire, son podcast c'est quoi? C'est de refaire les étapes de l'histoire de l'humanité justement pour prouver que derrière il y avait toujours les mêmes forces, les mêmes euh, mouvements tectoniques qui façonnent l'histoire du monde et que c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Alors bon, on peut dire que c'est quelque chose de complotiste ou pas, il y a des arguments qui font mouche, d'autres moins, mais en tout cas déjà pas comme tellement, il est mille fois plus érudit que ce mec là, et il fait mouche, enfin mille fois plus aussi, quoi. Il est la manière dont il approche, par exemple il a fait Jeanne d'Arc, il a fait justement Jésus, le christianisme, il a fait les bourguignons contre les Armagnacs, parce que c'est l'histoire de France surtout qu'il aborde. Mais déjà avant chaque podcast il lit 200 bouquins, il se fait aider par des historiens, et on peut pas le taxer de fainéantise ou justement d'angle bizarre. Il essaye de donner des arguments qui vont dans le sens de euh, ce qu'il veut faire passer. Alors que lui, là, Aldo Casulo, franchement, j'espère que c'est le dernier livre qu'il fait paraître en France. Déjà, moi j'avais des a priori, hein. Il a eu vachement de pubs ce livre, en tout cas on l'a trouvé partout, moi je me rappelle, il est sorti en fin 2024, je l'avais vu à Gibert, pareil au début, je vois le titre, je me dis ah tiens, peut-être que ça va être intéressant, et j'ai lu le quatrième de couverture, et c'est rare que je me dise direct c'est nul, je sais pas, on a un sixième sens à force de manger des livres. Et là, c'est juste parce que j'ai trouvé d'occasion à rien du tout. Je me suis dit, bah, on va voir si j'ai raison. Et je vous avoue que ça a été une tannée de le lire, hein. Au début, c'était un peu marrant de revoir un peu l'histoire mythique de Rome, là. Je vous avoue que ça m'a pas appris grand chose, vraiment, quoi. Et puis dès qu'on arrive à César et Auguste, là, cette espèce de panthéonisation, là. Puis après, le christianisme, et après, de tout relier à Rome. Moi, je vous déconseille ce livre. Voilà, en fait. Je vous déconseille ce livre. Il vaut 21,90€. Et ben avec 20,90€, vous pouvez acheter. Vous savez quoi? 21,90€, vous rachetez 10 balles et vous achetez le premier volume de l'histoire de Rome de Mondes Anciens chez Belin. Un vrai bouquin d'histoire sur Rome. Il y a 3 volumes. Au début, c'était en grand format, ça valait 39,90, je crois. Non, ça 49,90. Et maintenant, ils les sortent en poche. Et je vous en parle souvent de cette collection. Et ouais, ça vaut 39,90. Donc il faut rajouter presque 20 balles. Mais à la limite, à la limite. Ça vaut le coup. Il y en a 3. Vous avez, comme à chaque fois, il y a c'est par des historiens. Il y a des cartographes. C'est un collège de savants, quoi, d'historiens qui font les volumes. C'est toujours dirigé par un ou enfin le ou la plus grande spécialiste du moment en France sur Rome, sur l'Égypte, sur la Grèce, sur le Moyen-Orient. Et ça au moins c'est un vrai investissement. Et ce ne sera pas des anecdotes à 2 balles pour savoir qui était l'amant de qui à l'époque de César ou de Marc-Antoine, là, parce que c'est n'importe quoi ça. Donc voilà, c'était pour vous dire que ce livre est pourri. Pourri et avec des relents nauséabonds, je le répète. Après, celui qui veut me prouver le contraire, libre à lui, parce que, encore une fois, ce n'est peut-être que ma sensibilité, je peux me tromper, je peux avoir vu quelque chose
qui n'existe pas. Peut-être que juste il kiffe Rome et il le kiffe tellement qu'il voulait en faire une déclaration d'amour dans son livre. C'est possible. D'ailleurs, à la limite, hein, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si vous lisez le livre malgré tout, ou si vous l'avez déjà lu. Et d'ailleurs, puisque je parle de commentaires, et que si vous faites partie des happy few, des quelques personnes qui m'écoutent déblatérer dans le micro au sujet des livres que je lis, eh ben essayez de faire vivre le podcast. Abonnez-vous, partagez-le, mettez des étoiles, faites, je sais pas moi, des reels sur je sais pas quel réseau social en disant waouh, c'est mortel, c'est mieux que la grande librairie, putain, faut que ça devienne aussi célèbre que la grande librairie. Ouais, enfin j'allais dire je rigole, non en fait. Faites monter le podcast. A bientôt les livrevores, en tout genre, les mangeurs de livres, et merci à ceux qui m'écoutent. Et ciao, ciao, comme on dit à Rome, ciao.